présidentielle et au président de la République. C'est lui qui l'a mis. Arrogant. Les Français, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Jean Messia. D'abord, lui-même, en fait, il dit ce qu'il est d'une certaine façon. Et moi, ce qui m'a choqué, si vous voulez, c'est qu'il n'est pas en train de généraliser là et de faire des amalgames. Je sais pas, quand on dit l'immigration ou quand on dit les musulmans ou les racisés, on vous dit oulala, ne stigmatisez pas, on vous coupe le sifflet direct. Bon. Par contre, dès qu'il s'agit des Français, alors là c'est open bar. Les Français sont analphabètes, les Français sont illettrés, les Français sont arrogants, là il n'y a pas de problème. Mais moi je connais beaucoup de Français qui ne sont pas arrogants. Je connais beaucoup de Français qui ne sont pas fiers, je connais beaucoup de Français qui sont modestes. C'est quoi ce discours? Il parle au nom de la France, je veux bien. Mais il n'a pas à qualifier tout un peuple avec des qualificatifs auxquels, évidemment, vous avez des minorités ou même parfois des majorités qui y échappent. On ne peut pas dénoncer les amalgames et les stigmatisations dans un sens et quand il s'agit de l'autre sens, là, tout s'autoriser et tout dire. C'est pas possible. En question, entre 80 et 100 missiles ont été tirés par la Russie sur des cibles civiles et un peu partout en Ukraine. Donc, il était dans un contexte extrêmement grave. Et il avait son excuse. Et je ne pense pas qu'il s'est dit, tant mieux, il y en avait 80 à 100. Attendez, voilà. non, mais Monsieur Deval, il avait son excuse pour dire la vérité. Oui. C'est-à-dire que quand, effectivement, dans un contexte où vous avez 100 missiles russes qui s'abattent sur votre pays, un missile perdu, ça arrive. Mais il est en train de changer de ton. C'était facile de dire la vérité. Il s'en serait sorti d'ailleurs grandi. Oui. Or, il a choisi délibérément de mentir avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Je constate. Je termine. Jusqu'à présent, le simple fait de critiquer Zelensky ou de remettre en cause, ne serait-ce qu'un cheveu de sa parole, faisait de vous un abominable poutinolâtre, un traître à la cause, etc. J'espère qu'avec cet épisode, on va enfin avoir la tête froide. On va décider de rétropédaler un peu et de regarder les choses en relief et non pas d'être vous pouvez saluer Jean Messia, non pas d'être à la remorque de quelqu'un qui veut nous entraîner dans la guerre. Le président de la République, le président français, vous pouvez saluer sa prise de position, sa mesure, son recul sur cette situation. Faites-le, monsieur Messia. Non, mais le président de la République. Monsieur Messia, faites-le quand même. Attendez, le président de la République, c'est le télégraphiste de Washington. Oui, donc vous voulez pas le faire. Comme Biden a dit, effectivement, on ne sait pas, c'est pas un missile ukrainien, Macron a suivi. Tout simplement. Si Biden avait dit c'est un missile russe, Macron aurait dit c'est un missile russe. En revanche, je note, mais cette phrase, elle fera date. Lorsqu'il nous promet qu'il n'y aura aucune coupure, je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. 3 juin 2022, c'était à Washington, nos confrères de Ouest France. Et aujourd'hui, on apprend qu'en janvier, la 6e puissance mondiale, la France, on va avoir des coupures chez les particuliers. Mais franchement, Jean Messia... Quand un gouvernement a été aussi loin pour délester les Français de leur identité, c'est pas très étonnant que le même gouvernement déleste les Français de leur électricité. Voilà. C'est pas très étonnant. Tout part de la protection du pays, de sa souveraineté, de son indépendance, de la nation, effectivement. Et à partir du moment où c'est un gouvernement qui n'a ni le sens de la nation, ni le sens de l'indépendance, ni, in fine, le sens de l'honneur national, eh bien, effectivement, vous rendez le pays ouvert à tous les vents, dépendant de tout. Et, in fine, ce sont les Français qui trinquent à la fin. Par quelle espèce d'entêtement criminel maintient-on suspendu 15 000 soignants dans cette situation-là? Lorsque nous sommes en guerre, comme l'a répété en sautant sur Chassaigne le président de la République il y a 2 ans ou 1 an et demi, eh bien là, c'est la réserve. Nous avons des réservistes. Pourquoi ne pas mobiliser ces gens? Pourquoi ne pas les réintégrer? C'est bon pour eux, c'est bon surtout pour l'hôpital. Si on manque de moyens, bon sang, les moyens sont là, en tout cas les moyens humains. Pourquoi ne les intègre-t-on pas d'urgence pour faire face à cette situation du même nom? C'est scandaleux. En termes d'indignation, elle aurait peut-être pu faire mieux, la ministre. Elle n'a rien compris. Enfin, personne n'a dit qu'elles étaient antinomiques. Enfin, là, il ne s'attaque pas à l'art pour l'art. Excusez-moi, il ne s'attaque pas à cette statue parce qu'elle est laide. Il s'attaque à cette statue pour faire passer un message politique. Qu'est-ce qui risque ces gens-là en faisant ça? Quasiment rien. Parce que même si... Alors ça, je ne connais pas ce qui est prévu par la loi, mais je doute que les juges appliquent ce qui est prévu par la loi. Si effectivement ces bobos snobinards qui très souvent habitent dans les beaux quartiers, si vous voulez, parce que c'est pas des représentants des couches populaires qui font ces choses-là. Donc si ces gens-là sont arrêtés et qui sont foutus en prison et qui passent quelques mois en prison avec des détenus patibulaires qui vont leur faire voir le métavers, effectivement, là on risque d'arrêter
définitivement ce genre d'action. Mais comme ils ne risquent rien, pourquoi se priver? Et puis, il y a l'immigration illégale, et c'est ce qui se passe à Grand-Sainte ou à Calais. Quel regard vous portez, Jean Messia, premier mot? Écoutez, les deux villes qui ont été citées en exergue à votre commentaire, à savoir Metz et Mulhouse, il se trouve que c'est deux villes où j'ai habité. Et à des années de distance, je n'ai pas particulièrement vu que Mulhouse était surpeuplé de Suisses, pas plus que je n'ai constaté que Metz était débordé par les Luxembourgeois. Ce sont bien des immigrations qui viennent du tiers-monde. Vous ne les reconnaissez pas? Non, mais justement, enfin, si le visage de ces deux villes a profondément changé en une quarantaine d'années, c'est certainement pas à cause de la Suisse ou du Luxembourg. À Mulhouse, par exemple, c'est surtout la population turque. Le marché du canal couvert de Mulhouse, dans le centre-ville, que j'ai connu, moi, dans la fin des années 70, quand je suis arrivé en France, j'y suis retourné en 2017, ça n'avait plus rien à voir. Ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas les mêmes visages. Donc, effectivement, là, on a, disons, là, pour la première fois, en tout cas, pour ceux qui doutaient encore du changement de peuple, il ne peut plus être nié. On a une progression de l'immigration de peuplement, puisque c'est dans le genre qui s'installe, oui, avec même des comportements d'immigration, de colonisation, puisque certaines de ces immigrations nous imposent également leur code. Donc le remplacement ne peut plus être désormais nié. Vous avez posé le mot. Vous dites remplacement. Volonté politique. C'est ça la difficulté. Mais oui, mais le problème, en fait, on se trompe un petit peu dans ce débat. C'est que le problème, c'est que moi, je veux que les étrangers qui commettent des forfaits, des délits, des crimes en France soient châtiés en France. C'est-à-dire qu'ils purgent leur peine de prison en France et qu'ils soient expulsés à l'issue. Sinon, on n'a aucune garantie qu'ils fassent leur peine dans leur pays d'origine, qui les considérera même parfois plutôt comme soit des citoyens normaux, soit même comme des héros dans certains cas. Donc moi, je ne veux pas de ça. En revanche, ce que je veux, c'est effectivement freiner l'immigration, parce qu'à mesure que ces prisonniers étrangers sortiront et seront expulsés, si on verrouille en amont, si vous voulez, la politique migratoire et qu'on laisse rentrer moins de personnes illégales et illégales, eh bien, on va bloquer cet engorgement des prisons. Le problème, si vous voulez, c'est que certaines immigrations, pas toutes, mais certaines immigrations contribuent à l'engorgement de tout. Là, on parle des prisons. Je serais curieux de savoir quel est le taux dans la justice. Quel est le taux des dossiers gérés par la justice qui représentent des étrangers? Alors, allez demander au syndicat de la magistrature, mais je ne suis pas sûr que vous ayez les chiffres, cher Jean Messia. Quand vous interrogez les forces de l'ordre et nos policiers, nos gendarmes sur le terrain, ils vous disent quels sont les profils qu'ils arrêtent. Donc vous voyez bien que cette immigration sauvage, incontrôlée et massive aggrave considérablement... Les profils qu'ils arrêtent pour... les hôpitaux, c'est pareil. Les profils qu'ils arrêtent pour tout, pour des actes de délinquance ou de criminalité sont majoritairement toutes les formes de délinquance. Majoritairement, mais non, mais attendez, c'est pas ça qui tue, excusez-moi, c'est pas ça qui poignarde. Toutes les formes de délinquance. Non, mais je veux dire, la délinquance qui engorge nos prisons, c'est pas des Luxembourgeois. Ça m'a pas échappé, oui. Oui, c'est pas des Luxembourgeois qui sont des traders dans des banques, excusez-moi. Oui. Donc voilà, donc moi je crois que l'immigration, effectivement, aggrave tout. Les hôpitaux sont surchargés par l'immigration. La police est débordée par l'immigration. La justice débordée par certaines immigrations, les prisons aussi. Et encore, ne rajoutons pas sur ces pourcentages les Français d'origine qui proviennent de certaines immigrations qui sont déjà français. Parce qu'alors là, parce que quand vous allez dans la prison, dans n'importe quelle prison, les visages que vous... les visages que vous voyez, il n'y a pas 80% de Français de souche dans les prisons. Allez, en un mot, Olivier en Messia. Quand vous pensez que justement le ministre de la Justice a émis une circulaire ordonnant aux différents tribunaux justement de classer sans suite des affaires qui ne sont pas résolues, etc., faute de personnel, vous pensez bien qu'on ne va pas encore dégarnir la justice pour traiter les migrants, ce qu'il aurait fallu faire au demeurant, puisque l'Ocean Viking, ça fait déjà des semaines ou des jours qu'on en parlait, le gouvernement aurait pu anticiper. Il n'a pas été surpris par quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand les migrants prennent le luxe de s'enfuir d'un lieu de vacances où ils sont nourris, où ils sont logés, où ils sont bichonnés, ça en dit long sur leur degré de détresse et de précarité qui nous a été martelé et assommé pendant des jours. Donc on voit bien que tout ça relève de la mystification. Vous savez, quand on lit l'Ocean Viking, vous savez à quoi ça fait penser les Vikings? Les Vikings étaient des envahisseurs qui ravageaient l'estuaire de la Seine et à laquelle le traité de Saint-Clair-sur-Epte a mis fin entre Rolf le Marcheur, le chef viking, qui s'est converti au christianisme sous le nom de Roland, et Charles III
crois le simple. Je crains qu'avec l'Ocean Viking d'aujourd'hui, ça soit les cas exactement inverses. C'est ça qui est le simple aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'Ocean Viking et ceux qui sont à bord, qui viennent se rajouter à ceux qui sont déjà là, qui vont nous convertir, eux, à leur religion. Voilà. Vous contestez le fait qu'il est accosté en France, mais il fallait bien, à un moment donné, qu'il accoste. Oui, mais tout ce que je vous dis. Non, mais vous n'allez pas le faire tourner. Non, mais attendez, monsieur d'Artigol, ça c'est tout le débat. Je voudrais terminer après. C'est tout le débat, c'est-à-dire qu'effectivement, ce bateau devait accoster, si on applique strictement le droit de la mer et le droit international, il devrait accoster du côté du continent africain et pas de notre côté à nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le discours qui consiste à dire faisons-le accoster et ensuite on verra ce qu'on fait des gens, vous avez le résultat devant vous aujourd'hui. D'accord, mais Gérald Darmanin a voulu jouer un et en même temps macronien en donnant le sentiment qu'il y avait un geste d'humanité, puis après un geste de fermeté sur le traitement des différents cas. Donc il n'a pas obtenu ça. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que on ne traite que des conséquences. On ne traite plus jamais des causes. Pourquoi il y a ces départs ? Pour quelles raisons? Que produisent les guerres, la misère, les désordres internationaux? Et je pense qu'il nous faudra, que vous le vouliez ou non, des réponses coordonnées à l'échelle de l'Union européenne pour commencer, sans oublier que concernant ces flux migratoires, 70% de ces flux se fait des pays du Sud aux pays du Sud, dans les zones interrégionales. La réponse à cela, elle est très simple. Il s'agit d'abord, effectivement, d'aider les Africains sur leur continent pour se développer et empêcher ainsi qu'ils ne quittent leur pays. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, faire exactement comme l'Australie, c'est-à-dire faire un blocus maritime qui empêche les embarcations de débarquer. Il ne me semble pas que l'Australie soit une dictature. C'est une grande démocratie occidentale où le pluralisme est respecté, où les droits de l'homme sont aussi bien respectés que chez nous. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que moi, j'en ai marre que des traités, d'accord, des conventions soient instrumentalisées. Parce que les traités, les conventions, c'est comme des contrats. Normalement, c'est la bonne foi qui doit prévaloir. Mais si vous avez en face de vous des gens qui vont jouer avec ces conventions, qui vont jouer avec ces traités, en toute mauvaise foi, dans un rôle parfaitement néfaste et à bon escient, pas sans faire exprès, eh bien là, nous considérons qu'il faut surseoir à l'application de ces traités parce qu'ils ne sont pas appliqués selon l'esprit avec lequel ils ont été écrits. Extrêmement choqué parce qu'on s'aperçoit en plus que ce sont surtout des municipalités de gauche ou écologistes qui donnent des subventions, souvent d'ailleurs sur des budgets qui sont très endettés. Donc en fait, c'est pas leur argent, c'est de l'argent pris sur la dette et la dette est remboursée par les habitants de ces villes. Donc c'est doublement scandaleux. Mais ça ira mieux, la taxe foncière a augmenté de 52%. C'est ça. Et donc en fait, en donnant des subventions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils alimentent finalement un flux migratoire qui va en aval ensauvager leur centre-ville et on va les entendre dans quelques semaines ululer auprès de l'État pour que l'État attribue davantage de moyens pour lutter contre l'insécurité qu'ils auront eux-mêmes contribué à installer à travers ces subventions pour les bateaux de migrants. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Je pense que premièrement, si l'État a une politique un peu ferme avec ses municipalités, il faudrait défalquer les subventions que ces municipalités accordent aux migrants, de la dotation générale de fonctionnement de ces communes. C'est-à-dire, vous donnez aux migrants, ok, mais dans ce cas-là, l'État réduit d'autant votre dotation générale de fonctionnement, parce que vous savez que l'État aide les collectivités à travers ce dispositif. Et la deuxième chose, c'est de supprimer, de supprimer pour ces associations qui sont des collaboratrices de l'invasion, de leur supprimer la défiscalisation. Parce que vous savez que quand on donne, quand on donne c'est défiscalisé. Oui, c'est défiscalisé. Donc en fait, c'est l'État qui prend à sa charge. Bien sûr. On a compris. Olivier Darc. On peut avoir un débat sur la manière dont les choses se passent. C'est ça que vous voulez dire. Ils sauvent des vies. Et on a eu en France des personnes qui ont dit, concernant des bateaux en difficulté, il ne faut même pas que la protection civile puisse y aller. On a vu ce qui s'est passé concernant des embarcations dans la Manche. C'est un pur scandale. Olivier Darc, vous changez de sujet. 23h. Arrêtez avec ce chantage à l'humanité. Le point sur l'info, on dit tout le monde. Le point sur l'info. Regarde l'Ocean Viking et le financement de l'Ocean Viking. Je ne pense pas que l'Ocean Viking avait besoin des 100 000 $ de la ville de Paris
Paris, mais ils doivent être très, très contents du message politique qui est envoyé par ailleurs pour la mairie de Paris et c'est le genre d'appui que vous voulez avoir. Donc, ça devient une question extrêmement politique. C'est vraiment le drapeau, un étendard. Pour la ville de Paris, en fait, comme les migrants qui sont déjà là, ils sont déjà là, donc c'est très bien. Il faut en faire venir d'autres. Parce que pour la mairie de Paris et les majorités gaucho-progressistes qui gouvernent certaines villes, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet.